Après s'être largement intéressé au processus en tant que tel et aux spécificités des exercices de contrôle citoyen, on entre ici dans la problématique de notre cours qui est celle des effets de ce contrôle citoyen sur l'action publique et finalement de son utilité, de son impact sur l'action publique, celle aussi de savoir si réellement les exercices arrivent à leur fin, si réellement on a des effets qui peuvent permettre de modifier les politiques publiques ou les comportements des institutions publiques. Alors il est évident que mesurer les effets d'exercice de contrôle citoyen est pas forcément très facile. On n'a pas forcément tous les éléments pour appréhender cet impact, d'autant que cet impact peut être en général à moyen long terme. Néanmoins, il est important de s'interroger sur ces effets parce qu'ils légitiment ou non la pratique de ces exercices. En effet, si on ne regarde pas si les résultats des exercices, on peut aussi remettre en cause l'utilité de ces exercices et leur bien fondé. D'autre part, les fonctionnaires auront aussi leur mot à dire sur l'utilité si on ne regarde pas. Donc j'ai choisi dans cette séance de regarder non seulement les effets sur les institutions, mais aussi les effets concrets sur les modifications des politiques publiques. Donc deux types d'effets, effets sur les acteurs, qu'ils soient contrôleurs ou contrôlés, mais effets aussi sur l'action publique en général. On observe, et ça c'est un résultat net de toutes les études et les travaux d'évaluation qu'on a pu mener, que aussi bien les institutions publiques que les citoyens, après avoir participé à un exercice de contrôle, ont vu leurs compétences renforcées. Au niveau des acteurs citoyens, incontestablement, les institutions, les collectifs ou les organisations engagées dans les processus de participation ont renforcé leur savoir-faire ainsi que leur expertise technique, professionnelle et politique. Et je tiens à séparer, puisqu'il s'agit de compétences différentes, en effet, leur expertise technique. Pourquoi ? Parce que désormais, les citoyens connaissent les textes publics, mais aussi les possibilités juridiques d'attaquer ou de mettre en justice une institution pour telle ou telle raison. Or, cette compétence juridique n'est pas forcément innée de la part d'un citoyen qui commence à s'intéresser aux affaires publiques. Donc, nécessairement, les citoyens doivent faire un effort d'apprentissage, aussi bien des textes publics qui sont en général écrits dans un langage spécifique, mais aussi des procédures juridiques qui vont être nécessaires pour mener à bien leur travail. Ensuite, une compétence, en tout cas un renforcement des compétences sur le plan professionnel, puisque les citoyens s'attachent à réaliser une vraie recherche, un vrai diagnostic. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de lecture. Les praticiens le disaient au début de notre cours. Il faut lire, il faut aussi apprendre à parler en public. C'est-à-dire que si les citoyens veulent se légitimer auprès de leurs citoyens, mais aussi des institutions publiques, il faut qu'ils aient lu, qu'ils aient appris et qu'ils aient un argumentaire précis. Et beaucoup d'organisations nous disaient on ne savait pas parler en public, on ne savait pas s'adresser à un fonctionnaire, mais maintenant, si on est capable de défendre notre argumentaire devant un groupe de fonctionnaires. Et enfin, sur le plan politique, ce qui est très intéressant, c'est que cet exercice permet d'augmenter le niveau de participation, mais aussi de dialogue. Le dialogue entre institutions et citoyens est assez élevé, et Diana Castro, une des personnes qui a appuyé ces processus de contrôle en Colombie, considère que le contrôle citoyen contribue à la création d'un leadership, non seulement organisationnel, mais également politique. Et que ces citoyens parviennent en général à éviter l'instrumentalisation politique, qui est souvent une pratique des pouvoirs publics. Donc, les organisations de la société civile ont une meilleure lecture de la complexité des politiques publiques et des contraintes aussi des décideurs. Je le disais dans la séance précédente, quand on étudiait l'acteur contrôlé, les citoyens ne se rendaient pas forcément compte des difficultés au quotidien des fonctionnaires. Et à l'inverse, les autorités publiques anticipent davantage les revendications de leurs citoyens. Enfin, les organisations citoyennes
apprennent à s'adapter, à se mouvoir dans un paysage politique, apprennent les codes, apprennent à prendre le temps, apprennent à être patients. Et je crois que c'est un des atouts importants du contrôle citoyen. Alors maintenant, regardons les effets sur les acteurs publics. On note aussi chez les acteurs publics un renforcement des compétences. On pourrait croire que les acteurs publics continuent à travailler et à réaliser leurs actions, mais non, le contrôle citoyen permet déjà de pouvoir se mettre en relation avec les citoyens et de comprendre davantage quelles sont les aspirations des citoyens, même si parfois elles sont difficiles à mettre en pratique, mais en tout cas d'apprendre aussi à dialoguer avec ce qu'on appelle les habitants, les citoyens, avec les organisations paysannes, sur un développement rural, etc. Et par exemple, un fonctionnaire de la mairie, on en parlait tout à l'heure, nous disait moi j'ai besoin de dialoguer régulièrement avec les organisations parce que j'ai besoin de prendre de la distance sur mon sujet, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de consulter pour ensuite produire un document, un rapport et faire en sorte que d'autres voix ont été entendues. Alors, même si les acteurs publics déclarent avoir gagné en compétences, il y a aussi beaucoup d'acteurs publics qui refusent tout simplement le dialogue. Et je crois que c'est important de dire que le contrôle citoyen, dans beaucoup d'endroits, n'a pas pu se réaliser. N'a pas pu se réaliser parce que le dialogue n'a tout simplement pas été possible et que les citoyens ont dû interrompre leur action, aussi parce que l'information dont ils avaient besoin pour pouvoir mener à bien leur exercice n'a pas été possible d'obtenir. Donc je crois que ça dépend des situations, ça dépend des équipes municipales, ça dépend de l'ouverture des fonctionnaires à dialoguer avec leurs citoyens. On note aussi, et je crois que c'est très important de le dire, que l'initiative de dialogue entre gouvernés et gouvernants est souvent prise, et même dans la majeure partie des cas, est une initiative citoyenne. C'est-à-dire que les institutions publiques ne prennent pas la décision d'aller chercher les citoyens pour concerter. Parfois, oui. Il y a ce qu'on appelle la mise en place de consultations citoyennes, mais c'est une journée, on rend des comptes et puis ensuite tout le monde s'en va et chacun rentre chez soi. Non, là il s'agit de décider d'un dialogue à moyen, court terme et long terme parfois, avec les citoyens, de mettre en place des tables de concertation, des espaces de concertation, qui vont permettre un dialogue plus pérenne, si on peut dire. Notons que cette initiative, en général, ce sont les organisations citoyennes qui la prennent. Voilà pour ce qui est des acteurs en général. Regardons maintenant l'influence sur l'action publique. Notre diagnostic, en tout cas, après avoir fait plusieurs études sur ces processus, c'est qu'elle est encore limitée. En effet, et on l'a vu en détaillant les cas pratiques, que les effets du contrôle citoyen, en général, vont être micro, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un collège, à l'échelle d'un hôpital, mais non pas à l'échelle de la politique publique nationale sur la santé. Alors, il est évident que ces efforts peuvent se multiplier et permettre de peser davantage sur les décisions qui vont se prendre au niveau national, mais en général, les exercices ont des effets limités à l'environnement local, au quartier qui est observé ou à l'institution locale qui est observée, mais pas au niveau national si évidemment c'est pas relayé par les fonctionnaires au niveau central. Alors ça l'est parfois. Et je crois que ça a eu des effets multiplicateurs, mais en tout cas, les démarches sont en général limitées. Alors, on regardait tout à l'heure l'initiative de contrôle parlementaire. Je pense qu'il y a un impact réel sur certaines lois, c'est-à-dire que la création et l'existence de certaines lois est due à un travail citoyen. Notamment par exemple en Colombie, où il est clair que la loi d'accès à l'information publique est un résultat d'un travail de presque 5 ans d'une plateforme d'ONG pour obliger les institutions publiques à rendre publiques leurs données. Pareil sur la loi qui pénalise la discrimination en 2011 au Mexique, et puis la loi de sanctions pour les bâtiments qui contiennent de l'amiante en France. Là, on a des résultats très concrets, très précis, dus au contrôle citoyen.
Alors, évidemment, c'est que ces exercices sont limités dans le temps et qu'ils se mettent en place sur un sujet donné à un moment précis de la vie publique. Il n'est pas continu. Et donc, il reste assez informel, c'est-à-dire que les organisations n'ont pas nécessairement développé les capacités pour mener ce travail de façon constante. Néanmoins, on observe aussi la professionnalisation de certaines organisations citoyennes qui vont décider de mener sur un thème précis un travail de contrôle citoyen pendant 3, 4, 5 années. Alors, on peut dire aussi que les exercices, parfois, sont limités dans leur portée pour les difficultés d'accès à l'information, parce que les élus ne sont pas forcément disposés à recevoir les citoyens, ou parfois parce que les organisations n'ont pas les ressources humaines ou financières à engager pour mener ce travail. Mais ce qui est indéniable, et ce qui est constaté par les gouvernants et les gouvernés, c'est que ce processus amène au dialogue et à la construction d'une relation entre les protagonistes. Donc, on va voir en conclusion dans notre prochaine séquence comment se mène cette relation et quelle portée elle a.